On continue les échanges. On avait prévu une petite session qui était une session questions-réponses un petit peu rapide. Donc Amélie a pu collecter un certain nombre de questions à travers les associations, à travers les patients. Je ne sais pas si Mado et Gilles Anton, M. Hafner, vous voulez, et ainsi que l'association Kyste de Tarlov. Est-ce qu'il y a un représentant du Kyste de Tarlov? Très bien. Donc on commence un petit peu les questions qui sont remontées et on va essayer d'apporter des éléments de réponse en essayant d'être assez rapide à la fois dans les questions et dans les réponses. Amélie? On va peut-être commencer par les questions de l'association Apaisée, Mado, si tu veux, parce qu'on va profiter de la présence de Nadine Attal qui est encore ici, qui ne sera pas là cet après-midi. Oui, alors on va faire rapidement puisqu'il y a des questions sur lesquelles on a déjà répondu sur le cannabis thérapeutique tout à l'heure. Quelle est la prescription, utilisation régulière ou journalière ou utilisation à la demande selon les douleurs? Nadine? Je peux répondre, mais on l'a abordé tout à l'heure. Donc c'est pour l'utilisation régulière et non pas à la demande. C'est-à-dire que si on prend du cannabis thérapeutique, c'est tous les jours, c'est pas uniquement en fonction de la douleur, et ce sera pour l'expérimentation dans les douleurs neuropathiques, là où il y a le plus de données malheureusement. Voilà. Il y a une question à laquelle moi je vais répondre, c'était sur la conduite automobile autorisée. Combien de temps après la prise d'autorisation légale ou interdite? Quels sont les risques? En ce moment, effectivement, la commission de la mission Parlement de l'Assemblée nationale est en train d'essayer de travailler sur ce sujet-là, en savant que le cannabis thérapeutique, c'est que 5 ministères qui sont sur le front, et en particulier le ministère de l'Intérieur, pour effectivement cette conduite automobile. Et il y aura effectivement il sera prévu de dire aux personnes, comme pour la conduite sous tramadol, la conduite sous lyrica, la conduite sous tous les produits qu'on utilise, qu'il y a un risque effectivement. Mais les patients seront porteurs éventuellement d'une prescription sur eux pour montrer que c'est bien médical, pour pas tout de suite tout terminer au poste. Et puis, effectivement, comment, et ça c'est une question que j'ai à peu près tous les jours, mais pas uniquement des patients souffrant de syringomélie et de malformation de carie. Christian est témoin que je passe mon temps au téléphone à répondre à la France entière, SOS Cannabis, Mado, je suis là. Et donc, comment faire pour rentrer dans l'expérimentation, Nadine? Je pense, j'espère, mais je pense que la NSM fournira ensuite ou publiera la liste de toutes les structures douleurs françaises qui sont impliquées dans l'expérimentation, qui sont généralement des grosses structures, ce sont des centres. Il y a une différence entre centre et consultation. Les centres, c'est vraiment un peu plus important. Donc il y en a donc 50 sur le territoire français. Il y en aura donc forcément une dans toutes les régions et même dans les sous-régions. C'est quand même assez bien réparti. Et donc en fait, il faudra, je pense, là je n'ai pas encore la réponse, mais contacter le centre en parlant du fait que vous êtes un patient, que vous voulez participer à l'expérimentation. Alors on verra avec l'agence s'il n'y a pas des moyens justement d'améliorer les filières pour que les patients n'attendent pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de centres ont déjà des patients. Voilà. C'est pour ça la difficulté, c'est que nous, moi j'ai déjà une file active de patients qui attendent de participer à l'expérimentation. Donc la question, c'est effectivement un patient qui vient de l'extérieur pour ça, est-ce qu'il pourra avoir assez rapidement accès à une structure douleur pour y participer? On essaiera de fluidifier, je pense, les parcours de soins pour ça. Ouais. Et il est prévu aussi au niveau de la NSM de prévoir un pourcentage qui viendrait par la médecine générale. C'est pour voir toujours en vie réelle qu'est-ce que ça peut apporter. Puis il faut aussi quand même savoir que ça ne s'adressera pas à toutes les douleurs neuropathiques, ce sera celles qui sont réfractaires au traitement de première et deuxième intention, parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Et une autre réponse aussi, c'est parce que je sais que les patients qui ont posé cette question, c'est aussi pour les patients souffrant de spasticité douloureuse. Bon, il est prévu effectivement la société savante des MPR qu'il y ait un certain nombre de centres en France qui soient volontaires sur justement cette spasticité douloureuse. On les a auditionnés il n'y a pas très longtemps dans le cadre de la commission. Donc là aussi, il va falloir se faire connaître auprès de ces centres sur lesquels les patients sont déjà suivis souvent, mais qu'ils se fassent connaître parce qu'ils veulent rentrer dans cette expérimentation. Voilà. En sachant que l'expérimentation, c'est 6 mois et qu'ensuite, effectivement, il y a tout le développement qui arrive derrière. Donc peut-être avant de passer à la catégorie douleur, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vouloir intervenir sur le sujet.
continuer sur les douleurs. Alors, sur les douleurs, les nombreuses douleurs qui sont symptomatiques de notre maladie ne peuvent-elles pas cacher une pathologie différentielle en modifiant la symptomatologie de celle-ci? Je crois avoir compris que ça veut dire qu'effectivement, les blessés médulaires, que ce soit les spina bifida ou les syringomyélies, peuvent ne pas avoir que des douleurs neuropathiques, mais ont souvent des combinaisons de douleurs, des douleurs mixtes, enfin des douleurs qui sont neuropathiques, d'autres non neuropathiques. Alors c'est notre travail, c'est le travail de l'expert de justement pouvoir les différencier, c'est notre travail. On est censé savoir faire ça, pouvoir effectivement démembrer les différents types de douleurs, et évidemment le traitement de ces différents types de douleurs n'est pas forcément le même en fonction des mécanismes de la douleur. Ça, normalement, c'est le travail de l'expert. Donc on peut, bien entendu, on est censé y arriver. Oui. Il y a peut-être aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on a... Pardon. Ce qu'il faut rappeler aussi aux patients, c'est que c'est pas parce qu'on a des douleurs classiques ou une pathologie identifiée que dès qu'il y a une douleur, on a tendance, et ça on le voit bien sur les forums et sur les discussions, oh bah c'est encore ma syringomyélie ou c'est encore mon Chiari. On peut avoir, excusez-moi l'expression, je vais citer Coluche, une chaude piste à un bar tabac. Et donc effectivement on peut avoir une autre pathologie. Et là c'est l'urgentiste qui parle, attention aux douleurs thoraciques, c'est urgent de consulter, mais il y a d'autres choses, et donc ne vous résignez pas, et toute modification de la symptomatologie doit faire éveiller et doit faire consulter. C'est surtout si la douleur n'est pas comme d'habitude, ne ressemble pas aux douleurs habituelles, est différente. C'est pas tellement l'intensité, en l'occurrence c'est la qualité de la douleur. Si les symptômes douloureux ne sont pas les mêmes que d'habitude, il faut consulter, ça peut être effectivement autre chose, bien entendu. Puis il y a une question qui est revenue plusieurs fois chez nous, c'est quelle prise en charge de la douleur possible pour l'enfant ou l'adolescent souffrant de syringomyélie? Parce qu'on a l'impression d'avoir un désert assez important. Il y a des consultations spécialisées de l'enfant. Alors nous enfin, dans les structures de lutte contre la douleur, c'est à partir de 15 ans quand même. Donc ça touche un peu l'adolescent, 15 ans. À partir de 15 ans. Ouais. Pas 18 ans, 15 ans. Mais après, il y a un petit chevauchement avec les structures pédiatriques, entre 15 et 18 ans. Et il y a quelques structures pédiatriques douleur en France, pas beaucoup, je reconnais. Elles sont sur les sites internet de la Société française d'études et traitement de la douleur. Ces structures douleur, il y en a plusieurs en Ile-de-France, sont normalement, prennent en charge des patients, des enfants qui ont des douleurs chroniques, quelle que soit la douleur chronique, que ce soit des céphalées, migraines ou des douleurs neuropathiques. Donc, il y en a par exemple une à Trousseau qui est de très bonne qualité. Donc une très bonne structure de lutte contre la douleur. À Necker, donc il y a quand même des structures douleur enfants dans les hôpitaux de Paris et de France, et puis après il y a d'autres, en dehors de Paris, il y en a. Il faut éventuellement, on peut demander aux sociétés savantes, ou regarder sur le site internet SFETD, toutes les structures sont d'ailleurs bien documentées sur tout le territoire français, et on peut voir s'il y a des structures spécialisées de douleur enfant. Et donc c'est ces structures, pour un enfant, c'est ces structures-là qui peuvent être consultées. Je peux juste rajouter une chose, c'est que il y a deux visages à cette réponse. C'est que, les douleurs sont beaucoup moins fréquentes que chez l'adulte. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, y compris dans les centres antidouleurs, les gens sont démunis parce qu'ils ne comprennent pas ce que sont ces douleurs. Que ce soit les céphalées très particulières de Chiari, et il y a des enfants qui ont des vraies céphalées de Chiari, ou les douleurs médulaires de la syringomyélie qui sont plus rares que les céphalées. Et du coup, nous, on a un travail à faire avec nos collègues de la douleur pour, par exemple, Timothée a beaucoup travaillé avec les gens de la douleur, que ce soit à Necker ou à Trousseau, pour les intéresser à ce type de pathologie. Et c'est vrai qu'il y a peu de centres, et il y a peu de centres qui ont la culture de ces douleurs, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué. Je suis d'accord avec vous, j'ai donné une réponse générale, mais je suis aussi d'accord qu'effectivement, ces structures douleurs dont je viens de parler ne sont pas surspécialisées dans cette pathologie. Il faut aussi une formation, y compris les structures elles-mêmes. Il faut travailler en partenariat avec les spécialistes de la maladie elle-même, évidemment. Ça ne se fait pas tout seul, on ne peut pas travailler en autarcie. Voilà pour nous. Il y a des questions de Darloff? Oui. Avant de passer peut-être. Bonjour, je voulais poser une question. Oui, c'est sur à la douleur. On n'associe pas trop la douleur et la fatigue. Je trouve que c'est quand même important d'en parler. Si, on sait que la douleur chronique entraîne une fatigue.
On sait ça, on connaît ça très bien dans certaines douleurs comme la fibromyalgie, mais en réalité, toutes les douleurs chroniques, y compris neuropathiques, peuvent être associées à une fatigue. C'est quelque chose qu'on évalue dans les questionnaires. Donc la fatigue induite par la douleur, les troubles du sommeil induits par la douleur. Donc si c'est connu. Après, la difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de traitement spécifique de la fatigue associée à la douleur. L'objectif, c'est de traiter, si la douleur est bien à l'origine de la fatigue, on traite la douleur. Mais effectivement, il n'y a pas de traitement spécifique de la fatigue elle-même. Ce que les neurologues impliqués dans la sclérose en plaques disent et connaissent bien, c'est que la fatigue est un vrai symptôme neurologique à part entière, indépendamment même de la douleur de la dépression. Bien sûr. Alors après, il y a des pathologies comme la sclérose en plaques, où la fatigue est un symptôme particulier qui n'est pas nécessairement associé à de la douleur d'ailleurs. Donc, qui est vraiment, pour les autres pathologies, ça dépend, mais on peut avoir une association, on peut avoir un rapport de cause à effet. C'est souvent la douleur qui est responsable de la fatigue. Mais je viens de parler de la fibromyalgie, mais c'est différent, où là, la fatigue peut aussi être un symptôme à part. Il y a des patients qui ont des fatigues chroniques qui ne sont pas nécessairement douloureuses, par exemple, ou très peu douloureuses. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de traitements spécifiques de la fatigue dans ces cas-là. Souvent, on essaie de revenir aux sources, aux causes de la fatigue. Quand je vois des spécialistes, ils me regardent avec les yeux, des spécialistes dans ma région, qui ne sont pas spécialisés dans le spina, ils me regardent comme si j'inventais quelque chose. Donc c'est pas assez connu. On avance sur les questions. Et j'ai une question aussi sur les problèmes, outre les problèmes sphinctériens, y a-t-il des études évoquant des paralysies de l'intestin chez les patients souffrant de syringomyélie? Quelle prise en charge? Là, il y a eu 3 cas cette année évoqués au niveau d'APZ. Enfin, pour ceux, et comme disait M. Hafner, il n'y a que 7% des patients qui adhèrent, donc on n'a pas les retours de tout le monde. Et c'est vrai que c'est des gastros qui évoquent ce sujet-là. Il y a à l'évidence des complications colo-anorectales, des pathologies rares comme la syringomyélie, ne serait-ce que parce qu'il y a une assez grande proximité des centres de contrôle au niveau encéphalique et au niveau des cordons médulaires qui pilotent à la fois la vessie, le système génitosexuel, le système anorectal. Donc oui, il peut avoir des lésions directes au niveau du fonctionnement intestinal. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle en anglais le crosstalk, c'est-à-dire que la vessie parle au côlon et la côlon parle au vessie. Vous savez, c'est l'histoire classique de quelqu'un qui arrive aux urgences à l'hôpital avec une rétention d'urine, on fait un toucher rectal, on évacue le fécalome, et comme par miracle, la rétention urinaire disparaît. Pourquoi ? Pour des raisons de connectique au niveau de la moelle épinière, mais aussi au niveau périphérique, il y a des liens entre le fonctionnement de la vessie et de l'intestin. Donc oui, au cours de la syringomyélie, on peut observer des entre guillemets paralysies au niveau du côlon et bien évidemment des paralysies au niveau du rectum, mais ça ne résume pas les causes de constipation, puisqu'il peut y avoir des obstacles fonctionnels à l'évacuation des selles. Et tout ça, ça se traite par des médicaments, par des neurostimulations, du nerf vague, par voie auriculaire, ça peut se traiter par des médicaments, par ce qu'on appelle des entérokinétiques, des nouveaux médicaments qui propulsent. Tout ça, oui, c'est bien connu maintenant. On a des patients suivis en gastro avec carrément des poches, des coloscopies, des stomies, et qui vont plus haut encore sur le grêle, voire au niveau de... plus haut sur l'estomac. Oui, alors tout ça, c'est très connu au cours des pathologies médulaires. On peut avoir une véritable sidération du fonctionnement intestinal, ça fait partie du dérèglement antivégétatif de ce fameux système nerveux automatique, autonome, et on sait qu'on peut avoir des dilatations coliques qui peuvent conduire à des occlusions, des pseudo-occlusions itératives. C'est un vrai problème. Ouais, c'est une prise en charge effectivement qui est difficile. Et on a une autre question, mais alors là c'est sur les fausses routes, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les syringomyélies. Quelle prise en charge pour les patients souffrant de fausses routes avec des fibroses pulmonaires répétitives chez les patients souffrant de syringomyélie? Alors moi je ne suis pas un spécialiste, moi je suis un spécialiste de la neurologie du bas. La fausse route, c'est plutôt de collègues de Rouen qui sont extrêmement spécialisés dans toute la motricité du carrefour aéropharyngé, mais c'est vrai qu'au cours de ces pathologies neurologiques, du fait du dysfonctionnement musculaire et parfois sensitif,
on peut avoir des fausses routes qui après peuvent déterminer des complications difficiles sur le plan pulmonaire. Il y a une prise en charge des infirmières qui connaissent bien ça, il y a une adaptation, il y a d'abord une évaluation par des transits isotopiques ou simplement d'analyser le bol alimentaire avec du radio-cinéma, et en fonction du dysfonctionnement qui est en cause, on peut proposer des traitements qui sont souvent une modification de l'alimentation, prendre de l'eau Perrier, par exemple de l'eau à bulle pour favoriser la déglutition, etc. Mais il y a une vraie prise en charge possible de ces problèmes. Il y a de l'éducation thérapeutique qui est développée. Il y a l'éducation thérapeutique, il y a des infirmières qui sont spécialisées, notamment à Rouen, c'est le professeur Éric Vérin qui s'occupe de ça et qui forme beaucoup de personnel, enfin des médecins et du personnel de soins pour ça. D'accord, merci. Merci Mado. On peut peut-être passer aux questions pour le kyste de Tarlov. Est-ce qu'il y avait une ou deux questions qui remontaient des associations? Ouais, on a deux associations, dont une qui nous a présenté des questions. Vous pouvez venir si vous voulez. Prends le micro peut-être. Oui. Donc, je suis présidente de AFMKT France et atteinte Tarlov depuis 15 ans. Et donc, c'est pareil, le kyste de Tarlov appuie aussi au niveau sphincter. Donc, c'est un gros problème aussi. J'ai mon secrétaire qui a des problèmes aussi à cause de ça. Et on est un peu désemparés, quoi. Et il y a très peu de spécialistes en France. Et déjà, nous, on n'est pas déjà reconnus en tant que tel. Ouais. Si vous voulez, je peux répondre là-dessus au niveau sphinctérien. Bien évidemment, compte tenu de la localisation du kyste de Tarlov, qui est à proximité des centres qui régissent la luxion, mais aussi le système anorectal et génitosexuel, on peut avoir des manifestations de ce type, dans ce type de pathologie. On ne va pas discuter de la relation entre l'importance du kyste, de sa grosseur, de sa proximité par rapport à ce qui s'appelle. On a des neurochirurgiens très compétents pour ça. En tout cas, nous, on voit beaucoup de patients qui ont des kystes de Tarlov et qui s'expriment ou qui s'accompagnent par des troubles vésico-sphinctériens à type de dysurie, de poussée pour faire pipi, parfois d'incontinence urinaire parce que les muscles qui régissent la contraction sphinctérienne sont déficitaires, donc ça peut donner des fuites urinaires. Pareil, ça peut donner des problèmes anorectaux à type de constipation, de dyschésie ou d'incontinence, mais aussi des troubles génitosexuels, avec des dysérections, avec une dysorgasmie chez la femme, avec des problèmes divers et variés. Et aussi, et c'est le gros problème, c'est des douleurs périnéales d'origine neurologique, avec toute la difficulté de relier vraiment au kyste de Tarlov la symptomatologie que l'on voit. Donc encore une fois, la nécessité d'une prise en charge et d'une évaluation multidisciplinaire, puisqu'il peut avoir dans cette pathologie-là aussi des problèmes osseux, la douleur peut-être d'origine purement mécanique. C'est compliqué le kyste de Tarlov parce que c'est pas aussi codifié. On va organiser d'ailleurs une journée sur le kyste de Tarlov. Ah, ça serait génial. On va organiser une journée avec des collègues rhumatologues, des neurochirurgiens, des spécialistes d'urologie, de gynécologie, etc. Parce qu'il y a une véritable stratégie évaluative, diagnostique et peut-être thérapeutique à construire pour ces patients-là. Parce qu'on sait que ça peut être... Et le problème du Tarlov, c'est à partir de quand peut-on considérer qu'il est symptomatique? C'est la véritable question que se pose le médecin, que nous, sur le plan neurologique, on se pose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée d'évolution. Et donc, on ne sait pas si quand les kystes de Tarlov deviennent pathologiques, ils existaient au préalable. On ne sait pas ça. Oui, alors ça c'est aussi une question intéressante, mais déjà, à un instant T, quels sont les arguments sur le plan clinique, sur le plan neurophysiologique, sur le plan radiologique, sur le plan évolutif, sur le plan une réponse thérapeutique éventuelle, pour pouvoir relier d'une manière formelle la symptomatologie présentée par le patient
c'est un véritable enjeu. C'est comme pour l'urologue, quand on fait un toucher rectal et qu'on voit une grosse prostate. Il y a des grosses prostates qui ne sont pas symptomatiques, qui ne donnent rien, et puis il y a des petites prostates de rien du tout qui vont donner, les gens vont se lever 10 fois la nuit, vont pousser pour faire pipi, etc., etc. C'est pareil pour le Tarlov. Il y a des kystes de Tarlov de 2-3 cm, on dit bon, c'est rien. Et pourtant, quand on fait le EMG, il y a une dénervation, quand on examine, il y a une anesthésie sacrée, etc., etc. Donc c'est compliqué. Alors, on a fait une enquête. Le micro. Merci. On a fait une enquête et on s'est aperçu quand même qu'un certain nombre de kystes de Tarlov pathologiques survenaient après un traumatisme, c'est-à-dire chute de cheval, accident, etc. Et on a eu une patiente qui a quand même fait une expérience intéressante. Pour une raison X, elle a passé une IRM. 3 semaines après, elle était sur un balcon et le balcon s'est effondré. Et dans les 8 jours, elle a développé des kystes de Tarlov qui l'ont laissée quasiment paralysée. Donc elle est suivie à Bordeaux, mais enfin elle a eu des tas d'opérations et actuellement elle va plutôt très mal. Or, elle n'avait pas de kystes, ou alors on n'a pas perçu les kystes de Tarlov 3 semaines avant, elle fait une chute et les kystes de Tarlov apparaissent. Donc, c'est le seul cas. D'accord, donc c'est un cas très particulier. On va peut-être. Vous avez encore une question ou on fait la pause? On continuera la discussion après. On fait la pause et 10 minutes et 10 minutes de pause.